Bonjour, je suis Selma El Mouissi. Bienvenue dans ENR On Air by SIA Partners, le podcast sur les énergies renouvelables à destination des professionnels du secteur de l'énergie. Dans ENR On Air, j'ai le plaisir d'interroger des acteurs de premier plan, consommateurs, acheteurs et gestionnaires d'énergie, fournisseurs, producteurs, experts marché et prix, experts juridiques et bien d'autres encore. On aborde ensemble des sujets qui vous aideront à relever les défis énergétiques de demain. Que vous vous posiez des questions sur votre stratégie d'achat d'énergie, sur la couverture de vos besoins, sur la décarbonation, ce podcast est fait pour vous. Nos invités y partagent sans tabou leur retour d'expérience, leur expertise, et à chaque épisode, ils adressent spécifiquement leurs conseils aux consommateurs et acheteurs d'énergie. Alors sans plus tarder, je vous laisse à présent découvrir notre invité du jour et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jean-Nicolas Hutin, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vais d'abord vous demander de vous présenter pour nos auditeurs. Pouvez-vous nous décrire votre profession, votre entreprise et nous raconter quand vous avez commencé à vous intéresser au PPA chez Afri et pourquoi ? Bonjour Selma, tout d'abord merci de m'avoir invité à ce podcast. Je suis en effet senior principal en charge des projections de prix, ce qu'on appelle market analysis chez Afri, et des services de conseil qui vont autour, comme les sujets autour du risk management, autour du trading, autour des PPA, qui sont un des sujets en fort développement chez nous. Afri, alors peut-être plus connu sous le nom de Pöyry en France, Afri est un cabinet d'ingénierie et de conseil d'origine nordique. C'est un gros cabinet qui fait 20 000 personnes, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc je le dis parce que comme c'est un cabinet qui n'est pas forcément très connu en France, donc c'est une société qui est très impliquée sur les sujets de décarbonation et très réputée dans l'énergie. Le sujet des PPA n'est pas nouveau chez Afri. Ça fait très longtemps qu'on s'intéresse à la question, notamment parce qu'au sein d'Afri, on a toutes les, comme on dit, les capabilities pour traiter ces sujets avec un fort réseau, puisque les PPA peuvent être multi-country sur plusieurs pays, des liens avec les différentes parties prenantes d'un PPA, que ce soit les développeurs, les utilities, les investisseurs, les banques. Et puis enfin, la matière première d'un PPA, ça reste le prix, et Afri est un des spécialistes sur les sujets de projection de prix et donc nous permet d'intervenir avec des idées assez précises sur ce que doit être le prix d'un PPA. Merci beaucoup Jean-Nicolas. Justement, donc on l'a dit, Afri a plusieurs expertises. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à votre casquette d'expert en prévision des prix d'électricité à très long terme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette activité, comment vous réalisez ces projections et puis quels acteurs utilisent vos données, vos projections ? Alors peut-être avant de répondre à la question, sur ce qu'on fait en plus des projections de prix, puisqu'effectivement on est connu beaucoup sur ces sujets-là, mais Afri est un cabinet qui intervient sur plusieurs autres sujets, notamment sur le sujet des transactions, en se nourrissant bien sûr de ces projections de prix. On travaille en amont sur des opérations de transactions autour de différents acteurs de l'énergie, dans le sens acheteur ou vendeur. On intervient aussi sur des sujets d'études stratégiques, toujours liés à l'énergie, pour par exemple des stratégies d'entrée d'acteurs en France ou en Europe, ou bien sur tout type de sujet qui est lié à une considération stratégique. Donc je le dis parce qu'Afri fonctionne sur plusieurs pieds. Évidemment, les projections de prix ou le market analysis et notre connaissance des marchés est un point important, mais c'est une intervention complète que fait Afri sur tous ces sujets. Alors, comment nous sommes organisés sur ce sujet des projections de prix ? En fait, ça fait une vingtaine d'années qu'on a de proche en proche développé quelque chose qui est très important, qui est un modèle maison, expert, développé en interne, ce qui nous permet d'avoir d'abord une forte compréhension de nos modèles de projection de prix, en connaissant à la fois les qualités, mais aussi les limites. Un bon modèle, c'est un modèle dont on connaît les limites, et ce qui permet de voir dans quelle situation il faut être capable d'expliquer ce qui se passe. Donc une équipe d'une 40aine d'équivalents temps plein, donc ça fait quand même beaucoup, qui sont maintenant essentiellement localisés à la fois à Oxford, au Royaume-Uni. Alors, une des forces aussi de notre modèle, c'est cette double configuration qui est qu'on a des modélisateurs en centrale qui sont très experts de leur modèle, qui donnent les grandes lignes du modèle, qui sont revus d'ailleurs périodiquement, et puis ce qu'on appelle des country experts, des gens comme moi, comme mon équipe ou comme d'autres équipes dans les autres pays européens ou d'ailleurs ailleurs dans le monde, puisqu'on est présent partout dans le monde, qui vont porter une coloration locale avec des spécificités sur les différentes réglementations, évolution de la réglementation, évolution des lois, des sujets économiques également, parce que nous revoyons notre projection de prix 4 fois par an, tous les 3 mois, et donc cette sensibilité, ce côté proche du terrain permet de rendre à nos inputs, à nos hypothèses, un caractère fortement crédible.
Donc ça, c'est un point très important que je veux vous souligner et qui fait une des spécificités de ce qu'on propose. Et du coup, vos projections aujourd'hui, à qui servent-elles et comment sont-elles utilisées? Pourquoi sont-elles utilisées? Alors, aujourd'hui, ces projections de prix existent parce qu'en fait, il n'y a pas, peut-être comme dans d'autres marchés de commodities, de marché à long terme. Et donc, n'ayant pas de marché à long terme, la question est comment faire pour donner la meilleure estimation d'un prix du mégawattheure dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Alors, ce qui fait qu'on a besoin de projections de prix, c'est qu'on est dans une période où on a des développements de projets qui s'accélèrent en raison de la décarbonation, notamment des projets renouvelables, et que les financeurs, et c'est l'origine de ces besoins, les financeurs, les banques notamment, ou les fonds d'investissement, ont besoin, comme dans tout BP, comme dans tout business plan, de mettre des euros en face des revenus, et donc des euros en face de chaque mégawattheure. Donc c'est ce qui provoque la genèse de ce besoin en projection de prix, et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, AFRY est un des rares acteurs qu'on va qualifier de tamponné pour sa crédibilité en matière de projection de prix à long terme, et qui fait référence pour évaluer des business plans en amont, mais aussi pour d'autres usages, et donc, dont le PPA est un des derniers avatars, qui est pour calculer un PPA, pour identifier la valeur d'un PPA. Rien ne vaut qu'une bonne projection de prix sur 15 ou 20 ans pour avoir une bonne idée de ce que devrait être le prix d'un PPA. Concernant du coup les prix, il y a plusieurs structures de prix pour un PPA, des prix fixes, des prix indexés, des prix flottants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer juste très rapidement chacun de ces termes et peut-être les bénéfices, les risques associés à chacune de ces structures de prix pour un consommateur? Alors, avant de parler de prix, il y a un point qui est assez spécifique sur le PPA comme type de produit, si on le compare aux autres produits de matières premières, c'est que la structure de volume est importante et où aujourd'hui, généralement, les PPA se font avec une structure qui s'appelle Pay as Produced, qui est donc une structure de volume qui n'est pas connue à l'avance, puisqu'elle va dépendre du profil produit par un produit renouvelable. Donc ça, c'est généralement le cas, mais on le verra peut-être plus tard dans la discussion. Cette structure, même si elle est la plus répandue, n'est pas forcément la plus pratique pour les acheteurs et donc pourrait être amenée à évoluer. Maintenant, en termes de prix, effectivement, on a grosso modo deux grandes catégories de prix. On a des prix fixes. Alors fixe ou fixe indexé à inflation, c'est-à-dire que ce qui revient, alors pas tout à fait au même, mais on va dire que globalement, on est dans des formules de prix où on n'est pas exposé à l'évolution du marché de l'électricité. Donc ça, généralement, c'est le plus confortable. C'est ce qui permet d'éviter toute surprise. Alors évidemment, si on évite toute surprise, on évite les bonnes et les mauvaises surprises. Donc on est en connaissance de cause en matière de prix, mais on ne profite pas, par exemple, d'éventuelles périodes de prix plus bas. À l'inverse, on a des formules qui sont indexées, alors généralement qui sont indexées sur les niveaux de prix des marchés DEED, des marchés de l'électricité dans les pays considérés. Ces formules-là, je déconseille de les faire sans protection. Généralement, elles peuvent être encadrées par des barrières, des caps et ou des floors. Alors ça dépend des types de produits, donc des barrières à la hausse et des barrières à la baisse pour empêcher de trop mauvaises surprises. Et éventuellement, du coup, on renonce dans ces cas-là, quand on se protège un peu, on renonce à des très bonnes surprises. Donc voilà, on a les deux grandes catégories, c'est ça, prix variable, prix fixe, avec une prédominance pour les prix fixes ou prix fixe indexé inflation parce que ça correspond bien aux besoins des consommateurs. D'accord. Et qu'est-ce qu'on appelle les prix flottants, du coup ? Alors le prix flottant, c'est tout simplement dire que c'est un prix qui n'est pas connu à l'avance et qui va bouger. Par exemple, on a des prix qui vont être indexés sur la moyenne mensuelle des prix constatés sur le marché EPEX en France. Donc c'est un prix évidemment qu'on ne connaît pas puisque la moyenne du mois d'août, on ne la connaît pas aujourd'hui. Très clair, alors merci. Peut-être, dernier point, on a aussi des PPA qui peuvent être indexés sur des données de marché, des prix de marché qui ne sont pas forcément les prix de marché du marché d'origine. Je peux être un producteur français et faire un PPA qui va être indexé sur des prix qui ne seront pas des prix français. En fait, c'est une sorte de financiarisation, on peut faire à peu près tout. Les grands PPA qui sont traités sont aujourd'hui de deux types, à prix fixe, comme je viens de le dire, ou à prix variable sur l'index national du producteur. Merci. Du coup, on va s'intéresser dans cette première partie plutôt à la situation en France au niveau des prix. Puis à la fin, on évoquera aussi un petit peu la comparaison avec d'autres pays, notamment en Europe. Donc en France, il y a au niveau des composants qui déterminent le prix d'un PPA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les différents composants qui peuvent faire évoluer le prix du PPA à la hausse ou à la baisse ? Donc je pense par exemple, est-ce que la durée du contrat du PPA peut induire un coût plus ou moins cher du PPA ? Ce genre de choses. Alors, sur votre dernier point, qui est peut-être le point le plus facile à comprendre, alors, il y a des règles générales, mais il n'y a pas de règles. Je m'explique. On a tendance effectivement à penser qu'un PPA plus long terme va avoir un prix plus modéré ou moins cher qu'un PPA à long terme. Alors, c'est
plutôt vrai. Ça s'est plutôt effectivement avéré vrai ces dernières années, mais parce qu'en fait, on avait une structure de prix qui était avec des prix à court terme, notamment des prix spot ou des calendars, les produits à terme, année N+1 ou année 1 ou année 2, qui étaient plus chers que les anticipations que pouvaient faire des acteurs comme nous sur les projections de prix. Donc, de manière générale, on peut dire qu'un PPA à long terme peut être moins cher, plus intéressant qu'un PPA à court terme, mais ça n'est pas toujours vrai. Il va y avoir des situations, si par exemple on est dans une configuration de prix à court terme très basse, c'était notamment le cas au moment du Covid, où on peut avoir des projections de prix qui soient plus chères, auquel cas le prix des PPA pourra être plus cher à long terme qu'à court terme. Maintenant, sur les drivers de prix d'un PPA, grosso modo, il y a deux juges de paix qui sont très importants à avoir en tête. Un PPA se fait toujours entre un développeur, un producteur et un acheteur. Le producteur, lui, ce qui lui importe, c'est rentrer dans ses frais et évidemment faire une marge par rapport à ses coûts de production de son électricité. Donc là, il y a un indicateur clé qui s'appelle le LCOE, Levelized Cost of Energy, qui grosso modo fait la somme de tous les coûts occasionnés pour produire de l'énergie sur la durée de vie du projet. On a donc un volume d'énergie, un coût, on fait le ratio et on obtient un prix au mégawattheure, le LCOE. Généralement, ce LCOE, c'est la borne basse du prix que peut faire un projet ou un producteur d'électricité en matière de PPA, parce que sinon, il ne rentre pas dans ses frais. A l'inverse, l'acheteur, il va considérer ce qu'il pourrait obtenir, son alternative entre acheter l'électricité dans le cadre d'un PPA ou l'acheter sur les marchés. Il va donc regarder quelle peut être l'évolution possible des prix sur les marchés. Et donc le juge de paix, le deuxième juge de paix, c'est alors quelles sont les projections, quelle idée je me fais des projections de prix sur ces marchés pour voir si globalement je pourrais avoir un intérêt plus important à acheter sur les marchés plutôt que de faire un PPA. Alors j'ajoute à ça qu'un PPA souvent, en tout cas historiquement, a été fait pour des raisons de décarbonation. Donc quand vous faites un PPA, vous avez un petit truc en plus, c'est-à-dire que vous avez une garantie d'origine, ce que vous n'avez pas nécessairement quand vous achetez sur les marchés. Donc évidemment, ça peut conférer au PPA un intérêt supplémentaire, donc peut-être en tenir compte et faire que même avec un prix un peu plus élevé, le PPA va être intéressant, mais il n'en reste pas moins que le niveau des prix de marché et les anticipations sont un driver fort pour évaluer l'intérêt d'un PPA. Alors je dirais le dernier point, une composante qui est un petit peu technique, qui est la notion de capture price, de capture rate. C'est-à-dire que généralement un PPA est acheté à un développeur, prenons un développeur solaire. La question qui importe, c'est si je fais ce PPA solaire, je vais donc bénéficier de l'électricité à certaines heures de la journée. Pour pouvoir comparer avec les projections de prix de marché, il faut être capable de comparer la performance, le coût d'achat dans le cadre du PPA sur ces heures par rapport à ce qui serait sur le marché. Donc c'est pour ça qu'on introduit une notion qui est le capture price, qui correspond à la moyenne de ce qu'un producteur va pouvoir vendre sur les marchés en fonction des heures disponibles. Typiquement, sur un PPA solaire, on ne vend pas la nuit. Donc, quelle quantité je vais vendre et à quel prix? On fait la moyenne des deux. Ça donne un capture price, un prix au mégawattheure, qui est souvent, en tout cas pour les projets renouvelables français, qui est souvent beaucoup plus petit que le prix baseload. Donc, on a un capture rate, c'est-à-dire le rapport entre le prix capturé et le prix baseload qui est inférieur à 100%. Il est même parfois proche de 60 voire 50% dans le cas du solaire. Donc avec une décote importante sur le revenu que peut tirer un producteur de sa vente d'énergie solaire. Du coup, vous avez déjà donné des premiers éléments un petit peu de réponse, mais en tant que consommateur, comment on peut se faire un regard critique sur son prix de PPA? Il y a des indicateurs peut-être à regarder. Peut-être qu'il y a aussi des PPA qui sont comparables, d'autres PPA qui ne sont pas comparables. On a parlé de baseload. Est-ce que ça fait sens de comparer un prix de PPA baseload à un prix de PPA pay as produced, par exemple? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quels sont les moyens, comment un consommateur peut se faire un regard critique sur son PPA et à quoi il peut comparer son prix? Alors, le pricing d'un PPA est un sujet très complexe. Et il est d'autant plus qu'on manque de benchmark, qu'on manque de référence, contrairement à d'autres marchés. Vous voulez faire un emprunt ou un swap de taux d'intérêt sur de la dette, vous avez moult sources d'informations qui vont vous faire que tout seul, vous allez être capable d'évaluer à quelques points de base près quel va être votre juste prix de votre dette amortissable, par exemple. Dans le cas d'un PPA, qui est un produit long terme, c'est beaucoup plus compliqué parce que, première raison, il y a deux PPA ne se ressemblent pas. Un PPA avec un projet éolien dans le nord de la France n'a rien à voir avec un PPA solaire dans le sud de la France. Les prix que vous allez avoir n'auront rien à voir. La structure de production et la durée sont évidemment des points aussi importants. Donc
il est assez difficile, et ce que je conseillerais à un acheteur, c'est de ne pas faire cette comparaison pour le prix tout seul dans son coin, parce que, sauf à disposer évidemment d'indicateurs de long terme, c'est très difficile à faire. En revanche, les points, si on voulait quand même lister quelques points à regarder, avoir une connaissance des marchés à terme, c'est-à-dire qu'on a des marchés liquides sur 2, 3, éventuellement 4 ans en France, un peu plus à l'étranger, une dizaine d'années en Espagne, peut donner une vue sur la tendance des prix à moyen terme, mais de manière très vague. Et encore une fois, la vérité du court terme n'est pas forcément la vérité du très long terme. Un autre point important sur le PPA, c'est l'impact des clauses annexes. Donc vous avez des clauses qui permettent d'encadrer ce qui se passe si le producteur ne produit pas suffisamment ou produit trop. Qu'est-ce qui se passe en cas d'indisponibilité de l'actif? Qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un projet Greenfield, c'est-à-dire d'un projet qui n'est pas encore en production? Qu'est-ce qui se passe s'il a beaucoup de retard? Ces clauses-là, elles sont financières. Je pense qu'il est de bon ton de les faire aussi revoir par un cabinet de conseil juridique, mais elles sont aussi financières. Et donc, elles doivent nécessairement être revues au moment de la mise en place d'un PPA. Maintenant, si on souhaite négocier son PPA, déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une marge de négociation? Oui. Et comment? Alors, de toute façon, il faut partir du principe qu'il y a une marge de négociation. On a des développeurs qui effectivement ont intérêt à vendre leur production via des PPA. Tout le monde a intérêt à faire des PPA. Je pense que c'est un produit qui est nouveau, novateur et qui intéresse beaucoup de gens. Évidemment, les PPA ne seront pas faits à n'importe quel prix. Donc on a d'un côté des développeurs qui ont comme objectif de défendre leur marge par rapport à ce fameux LCOI dont j'ai parlé, puis on a des acheteurs qui veulent acheter au prix le moins cher. Donc, alors la négociation, elle peut porter sur plusieurs choses. Alors elle peut porter sur le prix, et donc là, pour pouvoir négocier sur le prix d'un PPA, je reviens à ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mieux vaut avoir des arguments, parce que vous pouvez demander un petit 10% à un provider, mais si vous n'avez pas d'argument, il ne va pas forcément vous le donner. En revanche, si vous êtes capable d'argumenter sur des niveaux de projection de prix, si vous avez, vous, une idée sur le niveau des coûts de production d'un développeur, c'est autant d'arguments, alors que des sociétés comme Afri nous donnons, mais c'est autant d'arguments qui vous permettent d'être pertinents dans la négociation. Un autre axe de négociation, c'est de regarder ces fameuses clauses et d'essayer de les adapter à vos besoins. Alors en particulier, un des risques des PPA, c'est en tout cas de vérifier que la structure de risque, qui porte le risque du PPA. Il faut que ce soit relativement équilibré entre le producteur et l'acheteur. Merci. Et du coup, maintenant, si on s'intéresse aux grandes tendances sur le marché liées au prix, quelles évolutions anticipez-vous à l'avenir? Alors, sur le prix des PPA, c'est intimement lié à l'évolution des prix globaux, notamment des coûts de production des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, ce qui est assez clair, c'est qu'on sort d'une période de baisse assez continue des prix. Autrement dit, la crise liée à la guerre en Ukraine est probablement en train d'être soldée. Donc on se retrouve avec des niveaux de prix qui sont certes un peu supérieurs à ce qui prévalait avant, mais à des niveaux de prix, quand on regarde sur les différents marchés, alors notamment en France, je regardais les prix des calendars, donc des produits à terme 1 an ou 2 ans, on est sur des niveaux qui sont entre 60, 70 euros, 80 euros du mégawattheure. Ça reste cher par rapport à ce que c'était avant, mais ça reste bien moins cher que ce que c'était au cours des derniers mois. Nous, chez Afri, alors on travaille avec des scénarios et des scénarios bas. En fonction des pays, on a des évolutions disparates, mais ce qui est clair, c'est que on voit des évolutions finalement assez proches. Jusqu'à il y a quelques mois, on voyait des fortes baisses de prix. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On a des phénomènes inflationnistes en termes de capex, de coûts, des moyens de production qui vont renchérir aussi les prix. On a des sujets comme l'hydrogène qui, à horizon 15 ou 20 ans, vont venir s'inviter dans la formation du prix. Donc, pour revenir au prix des PPA, une des clés va être l'évolution de ce qu'on appelle des capture rates et donc de l'effet de cannibalisation qui fait que plus vous avez de renouvelables dans un pays donné, plus évidemment ils produisent en même temps quand les conditions sont favorables et moins ils tirent parti du marché. Donc la question va être sur les PPA standards, ça peut peser sur les prix des PPA. Maintenant, ce qu'on va se développer, c'est d'autres formes de PPA, des PPA hybrides, par exemple, pour éviter justement, dans un PPA hybride, vous êtes par exemple producteur de solaire ou d'éolien et vous couplez votre production avec une batterie, ce qui va vous permettre de lisser votre profil de production.
on voit apparaître les premiers PPA hybrides. Donc ça peut permettre de pallier ce problème lié à la cannibalisation dont je viens de parler. Il y a de plus en plus de demandes sur non pas des PPA as produced, mais des PPA baseload, par exemple, dans lequel vous allez proposer un profil constant sur toute la durée de vie du PPA. Donc là aussi, ça peut avoir un prix différent, un prix, alors aujourd'hui cher, parce que je ne sais pas si on y reviendra plus tard, mais un PPA baseload, ça se construit, ça ne se trouve pas dans la nature. Donc ça embarque une composante de risque à traiter, donc qui a un coût. Mais ça peut aussi correspondre en contrepartie à se débarrasser d'un risque pour un acheteur, je pense notamment aux producteurs d'hydrogène vert, à se débarrasser d'un prix, d'un risque, et donc de rassurer ses actionnaires, de rassurer la structure de l'entreprise. Merci. Maintenant, du coup, on s'est intéressé dans cette première partie plutôt à la France. Et comme je le disais, on aimerait bien aussi savoir comment la France se situe au niveau des prix des PPA par rapport à ses voisins européens, par exemple. Et est-ce que le marché français a des spécificités en termes de prix ? Alors, grosso modo, si on regarde les pays européens, vous avez des disparités de prix sur les marchés de gros, et donc des disparités de prix de PPA. Grosso modo, vous avez des pays comme l'Italie ou l'Allemagne qui vont être plutôt, alors notamment l'Italie, plutôt dans le haut de la fourchette, et vous avez l'Espagne qui se caractérise par des prix très bas, avec en Espagne un investissement très fort, alors d'aucuns diront un surinvestissement, mais dans les renouvelables, et donc avec une production de renouvelables très forte. Alors la France, elle se situe au milieu, alors plutôt dans la fourchette haute aujourd'hui, pour une raison très simple liée à sa spécificité. Historiquement, l'électricité a toujours été un secteur très encadré et très sponsorisé en France. Et aujourd'hui, le secteur des renouvelables, de l'éolien et du solaire, reste encore très encadré, très supporté, subventionné par l'État dans le cadre des appels d'offres creux. Et donc ce sujet des appels d'offres creux, évidemment, incite fortement les producteurs à se tourner vers l'éligibilité et donc à choisir ça comme débouché naturel. Alors d'autant que les derniers appels d'offres observés sur le solaire ou sur l'éolien se sont encore caractérisés par des prix assez élevés, supérieurs à 80 € par mégawattheure, et donc nettement supérieurs à ce que vous pouvez tirer d'un PPA. Et donc cet aspect des choses a tendance à retirer de l'offre de PPA sur le marché. Donc je dirais que le marché français se caractérise aujourd'hui par une situation où, certes, il se développe, mais par rapport à la taille du marché français, il est beaucoup moins développé qu'il pourrait l'être. On a beaucoup de consommateurs qui nous posent aussi la question de la fiabilité des prévisions et qui se demandent à quel point les prévisions de prix sont fiables. Et comment vous en assurez ? Est-ce que aussi vous analysez a posteriori la fiabilité de vos prévisions ? Comment ça fonctionne ? Alors, je vais déjà répondre par préciser quelque chose de très important. On ne fait pas de prévision, on fait des scénarios, on fait des projections. Alors, ce n'est pas une coquetterie de langage. On n'a pas vocation à prévoir les prix de marché. Et d'ailleurs, personne, nulle part ailleurs, a vocation à prévoir les prix de marché. Ce qu'on fait chez AFRY, c'est compte tenu de l'information disponible, c'est-à-dire de l'information dont on dispose, compte tenu de nos hypothèses de modélisation, compte tenu de nos anticipations sur les CAPEX, donc sur les fameux LCOI, sur les différentes évolutions du mix énergétique, sur l'évolution de la demande, on est à même d'écrire la meilleure histoire, selon nous possible, sur l'histoire du prix du mégawattheure sur les 15, 20, 25 années, alors avec des scénarios centraux, des scénarios bas. Mais à une date donnée, on va dire que ça correspond au meilleur point de vue pour écrire cette future histoire des prix. Typiquement, personne, pas même nous, n'avons prévu ce qui s'est passé récemment avec la guerre en Ukraine. On n'a pas vocation à le prévoir. Et d'ailleurs, ça n'est pas prévisible. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour vérifier si nos modèles sont justes, s'ils vérifient correctement l'adéquation entre les éléments constitutifs du modèle, les prix des commodities, les prix des CAPEX, le niveau des CAPEX, le niveau de taux d'intérêt, et les prix en sortie de nos modèles. Et ça, on le fait tous les ans en vérifiant, on fait ce qu'on appelle un backcast, on vérifie que sur l'année qui vient de s'écouler, les prix des différents inputs mis dans notre modèle entraînent bien des niveaux de prix qui correspondent à ce qu'on a observé. Et ça marche très bien. Super. Et pour conclure, j'ai une dernière question pour vous, la question que je pose à chacun de nos invités. Quel serait le conseil, si vous aviez juste un conseil à donner à un consommateur, quel serait-il ?
dans le cadre d'une négociation de prix. Lié au prix. De manière générale, il faut vraiment y aller armé. Alors armé, non pas pour faire la guerre, mais armé pour être capable de négocier, pas que le prix d'ailleurs, mais de discuter sur tous les aspects techniques, de prix, juridiques, d'un PPA. Un PPA, c'est quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera un peu différent. Il y aura une transparence sur les prix et je vous dirai quelque chose d'un peu différent. Mais aujourd'hui, on voit pas mal d'acteurs, d'acheteurs aller sur le marché des PPA uniquement pour acheter une super garantie d'origine qui aura une bien meilleure réputation qu'une garantie d'origine dans son coin, en oubliant un peu les autres aspects. Je pense qu'un conseil à donner, c'est de ne certainement pas faire ça, de s'entourer. Alors, il y a des gens comme nous qui peuvent intervenir sur les aspects prix. Il y a des gens comme des cabinets juridiques qui peuvent intervenir sur des aspects légaux, parce qu'en fait, la négociation globale, c'est une négociation qui va porter sur plusieurs choses à la fois, sur des sujets qui sont liés. La première des choses d'ailleurs à faire n'est pas nécessairement de s'intéresser au prix du PPA, mais de s'accorder à vérifier que la structure de risque qu'on embarque, parce qu'un PPA, quand vous êtes acheteur, ça va forcément percuter votre structure d'achat. Donc c'est de vérifier que cette structure, vous êtes à l'aise avec, et que par exemple vous n'allez pas vous retrouver structurellement vendeur d'électricité alors que vous êtes dans un sens à l'achat. Donc c'est vraiment quelque chose d'important d'être capable d'appréhender toutes les dimensions du PPA, d'en être capable d'en négocier les différents tenants aboutissants, le prix, les clauses. Et donc pour ça, comme tout sujet complexe, le mieux c'est d'être accompagné. Merci. Ou bien de se doter en propre, des compétences pour le faire, comme le font les très très gros acheteurs industriels européens. Merci beaucoup Jean-Nicolas de nous avoir parlé de ce sujet qui est bien sûr très important pour les consommateurs. Merci de m'avoir donné ce temps alors, j'espère pédagogique pour nous étendre sur ces sujets qui sont complexes mais qui peuvent être appréhendés si on le fait, on va dire, en bon ordre et avec le bon niveau de connaissance.